Bonjour à toutes et à tous. Pour des raisons personnelles, je suis dans l'obligation de poursuivre la pause pendant le mois de janvier. Donc la nouvelle saison commencera en février. Merci de votre compréhension. Alors, pourquoi ne pas écouter d'anciens épisodes que j'ai pris le soin de sélectionner pour leur actualité captivante? Alors, écoutez bien l'introduction de chacun des épisodes. Il se cache des actualités, des pépites et de précieux conseils. Et si vous avez aimé l'épisode, partagez-le, écrivez un commentaire sur Tatou Senti Apple Podcast. C'est une façon d'aider Tatou Senti à continuer. Pour ce premier épisode de l'année 2023, j'ai décidé de mettre la lumière sur Jérôme Di Marino, un parfumeur brillant, enthousiaste, avec une grande humanité et humilité, ce qui n'est d'ailleurs pas courant dans cette profession. Aujourd'hui, Jérôme Di Marino vient de rejoindre l'équipe créative de Man à Paris, qui compte 8 parfumeurs. Il est délocalisé à Barcelone, où il travaillera au développement de l'Europe du Sud depuis un nouveau laboratoire Man. Sinon, parmi les derniers parfums remportés par Jérôme, on peut citer Burberry Elixir Her, une réécriture du Burberry Her eau de parfum. Cette nouvelle version, composée avec la parfumeur Maya Lernout, est une vanille santalée avec une note fruitée exacerbée par un côté gourmand. Puis, on peut aussi citer Pepe Jeans, une marque de mode anglaise pour laquelle Jérôme a déjà réalisé les parfums masculins de la collection. Ici, nous parlerons de Pepe Jeans Bright, un floral lumineux avec un bouquet de fleurs blanches comme du jasmin et de l'ylang-ylang soutenu par une praline joliment gourmande. Au final, ce parfum sent la peau propre avec une facette addictive. Et maintenant, je vous laisse réécouter le premier épisode de Jérôme. Bonjour à toutes et à toutes. Jérôme Di Marino est ce qu'on appelle un nez. Mais pour moi, il a aussi du nez. Tel une force tranquille, il observe, il capte et il perçoit ce qui l'entoure. Son esprit de curiosité l'emmène sur des routes différentes. En fait, Jérôme aime comprendre les interactions du monde qui l'entoure, se nourrir de ses voyages, de la gastronomie, de la musique et aussi faire le vide en dessinant. Toujours à l'écoute, Jérôme a eu 2 grands mentors, Nathalie Graciachetto, parfumeur chez Givaudan, et Francis Kurkdjian, que l'on ne présente plus. Maintenant, place à notre conversation. Bonjour Jérôme. Bonjour Bettina. Alors, un de tes derniers parfums est Soleilté de la collection Memory Kenzo. Alors, quelle est son histoire olfactive ? Alors en fait, la collection Memory qui a été lancée par Kenzo, Oui. c'est une collection qui a été pensée comme un hommage à monsieur Kenzo Takada, au designer Oui. de la marque, qui en fait a vécu dans une maison traditionnelle de thé. Il a grandi dans une maison traditionnelle de thé, donc c'est vrai que le sujet du thé était un peu un passage obligatoire Oui. dans cette collection qui s'appelle Memory, donc c'est cet hommage aux mémoires du designer. Donc j'ai travaillé autour de cette note donc qui s'appelle Soleilté, qui a été en fait pensée comme un thé, comme une infusion même. Travaillé autour de 2 racines, que sont la racine d'iris et la racine de ginseng, qui était en fait d'ailleurs une racine très précieuse, hein, qui l'est toujours, qui était réservée aux empereurs. Et en fait, c'était l'idée, voilà, vraiment de travailler ce duo de racines, donc travailler aussi avec un effet un peu vétiver pour traduire ce côté encore plus racinaire, les aspects un peu citronnés du ginseng, qui a aussi des facettes un peu épicées fraîches comme peut l'avoir un gingembre, hein, qui sont assez proches olfactivement. Voilà, travailler en résonance avec ce côté iris, racine d'iris, hein, qui est la racine, c'est ce qu'on traite dans l'iris et Le pas la fleur rhizome. en parfumerie. Le rhizome, exactement. Donc à cette odeur boisée, à la fois aussi poudrée, presque cosmétique, et tout ça enveloppé dans une note florale très solaire, qui traduit justement cette notion de soleilté. D'accord. Et tu sais en fait, il était dans quelle ville, cette maison de thé ? Alors j'avais l'information, Imeji, je crois que ça s'appelait.
voudrais pas dire une bêtise. Imeji. Il en avait des bons souvenirs de cette époque? On vous l'a dit, ça? Alors, la marque a eu la chance de partager le projet peu avant que Oui. le designer s'éteigne. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ils ont partagé euh, certains éléments qui ont servi à la collection actuelle. Mais je pense qu'elle a pas mal nourri la collection quand même. Voilà, l'idée de cette enfance, voir en fait le parfum à travers les yeux émerveillés d'un enfant. C'était surtout ça que la Oui, marque voulait. oui, oui, d'accord. En fait, il y a combien de parfums en tout? Je pense qu'il y en a 6 ou 7. Alors maintenant, je vous invite à me suivre dans cette balade olfactive et sensorielle avec Jérôme Di Marino pour apprendre à mieux le connaître. Alors, place à la note découverte et donc raconte-nous tes souvenirs olfactifs les plus forts. Alors en fait, moi j'ai grandi dans une maison de Oui, montagne. J'ai grandi en Haute-Savoie, dans un petit village de 500 personnes, avec une chambre qui donnait vue face au Mont Blanc, un peu éloigné de tout. uhum, Et j'ai beaucoup de souvenirs olfactifs en fait dans cette maison, notamment qui était voilà, une maison de montagne, donc avec des boiseries qui pouvaient sentir assez fort parce qu'il y a le côté ciré en fait du bois, les feux de cheminée évidemment, puis toute la nature qu'il y avait autour de cette maison, un côté des odeurs de terre humide, voilà, des premiers souvenirs olfactifs assez forts. d'accord. Alors, en fait, est-ce que dans ton environnement familial, il y avait le parfum et les odeurs étaient quelque chose d'important? Alors les odeurs par le lieu en lui-même, Oui, oui. Les parfums, pas nécessairement. Mes parents étaient assez fidèles, en tout cas au parfum qu'ils avaient. Mon père portait Kouros, qui n'était pas une petite chose dans la voiture, difficile à supporter oui, parfois. Et ma mère portait Diva de Ungaro. Donc c'est sûr que le mix des 2 était très représentatif, hein, de l'époque. Je suis né à la fin des années 80. C'est sûr que ça, voilà, ça représente les archétypes de masculinité et de féminité de l'époque, qui étaient pour le moins, le pas très discrets, je dirais. oui. D'ailleurs, quel a été ton premier parfum? Alors mon Est-ce que premier tu t'en parfum, souviens? ça a été, le Hugo Boss. Mhm, Pas le Boss Bottle, le Hugo Boss, celui qui a une forme de flasque. J'en ai d'accord, écoulé, un certain nombre de bouteilles avant de passer à d'autres choses. d'accord. C'était un parfum que tu t'étais offert ou qu'on t'avait offert? Oui, Qu'on m'avait offert en fait, et c'est vrai que ce côté, pomme, frais, assez facile, une entrée dans la parfumerie qui était assez facile d'accès, je dirais, pour un adolescent. d'accord. Alors, ton chemin là, vers la parfumerie, donc en fait, a commencé par la chimie. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que c'était une matière qui t'intéressait, qui te captivait. En quoi est-ce qu'elle t'intéresse, cette matière? Qu'est-ce que tu aimes? Tu y aimes? En fait, je pense que c'est une matière où, on y porte de l'intérêt seulement si on est quelqu'un de curieux par nature. Moi, je suis Oui. très curieux, j'ai un besoin de comprendre ce qui se passe autour de moi, de comprendre les choses, et je trouve que dans la chimie, justement, il y a cette vision voilà, d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Pourquoi est-ce que certaines réactions se passent, et voilà. C'est vraiment cette façon de nourrir la curiosité. D'appréhender les choses. Oui. Alors en fait, à l'époque, tu étais basé à Nice et donc après une visite à Grasse, tu décides de rentrer à Lizipka. Quel a été par contre le déclic pour dédier ta vie au parfum? Alors en fait, moi, j'ai découvert le parfum assez tardivement. Le métier de parfumeur Mhm. encore plus, parce que c'est vrai que c'est quand même un monde qui garde beaucoup de secrets. Donc aujourd'hui, c'est quand même plus évident de comprendre comment ça fonctionne, puisqu'il y a beaucoup de blogs, de pages internet, de pages Oui, ça a Instagram évolué. qui permettent d'avoir cet accès. Mais moi, c'est vrai que j'avais du mal à trouver plus de choses que la littérature que nous offre une bibliothèque, où c'est quand même un peu compliqué. Et j'ai toujours eu le désir de, voilà, de faire Mhm. un travail créatif. C'était vraiment une nécessité pour moi. En fait, initialement, je voulais me dédier à une école d'art appliqué. Je dessinais énormément quand j'étais plus jeune, et en fait,
j'ai commencé par la chimie parce que je voulais pas me fermer de porte, tout simplement. C'était un peu le bagage, sécurité pour la suite parce que je j'avais toujours pas trouvé quel métier créatif, j'allais pouvoir exercer. Et donc quand j'ai découvert, que le métier de parfumeur existait, parce qu'en fait avec la proximité de Grasse, j'ai commencé à me renseigner sur le parfum parce que, vu le bagage universitaire, chimique, j'ai pensé que je pourrais éventuellement travailler dans la synthèse de molécules odorantes pour le parfum et cetera. C'est là que j'ai Ouais. découvert en fait le travail de parfumeur. Donc pour moi, c'était vraiment le déclic parce que c'était finalement le meilleur moyen de joindre le bagage universitaire à cette fibre créative que j'avais envie d'explorer. Mmh. Alors ensuite, ton apprentissage, tu vas le faire chez Givaudan, auprès de Nathalie Gracia-Chetto. Que retiens-tu de ces années et de ce qu'elle t'a appris qui te sert peut-être encore aujourd'hui? Alors c'est vraiment alors les premières années chez Givaudan, c'était vraiment la découverte finalement du monde du parfum. Mmh. J'ai souvent cette image en tête quand j'en parle, c'est-à-dire que, c'est un jeune élève, parfumeur, passionné de parfum et qui a envie de voilà, qui découvre, ce monde et on se retrouve au milieu d'un laboratoire où il y a plus de 1000 produits, à disposition. On a envie de tout sentir, on a envie de tout essayer et voilà, comme un enfant dans une De boutique jouets? de Ouais, ou confiserie. de jouets. C'est ou de jouets, ça marche aussi, ça marche aussi. Donc, c'est vrai que ces 2 ans qui ont été, essentiellement dédiés déjà à la découverte du marché du parfum, les produits qui font le marché, français et international et des matières premières. Ça a été un énorme travail sur la matière première, dans lequel m'a accompagné Nathalie, qui gardait quand même une certaine distance pour que je puisse me faire mon propre avis sur les choses et qui était vraiment dans une bienveillance, quotidien et qui, je pense, a tout fait pour me préserver aussi de ce que peut être la réalité du parfum, qui est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'on c'est un métier qui est très compétitif, Non? où, on est beaucoup confronté à l'échec. Donc je pense qu'elle m'a préservé de ça en se disant que j'avais tout le temps de découvrir, les travers, du métier, de me concentrer, voilà, sur vraiment la découverte du produit, de toute la beauté de ce que fait le parfum. OK. Alors ensuite, avant d'intégrer Tagazaco, tu travailles avec, Françoise Donche à la cellule olfactive de Givenchy. As-tu une anecdote à nous partager de, ce que tu as pu vivre donc chez Givenchy? Alors oui, alors Givenchy, c'était un peu un hasard de parcours, mais finalement j'ai énormément appris, chez Givenchy, Oui. où je travaillais donc, à la cellule olfactive, accompagnée de Françoise Donche qui m'épaulait. Le rôle de la cellule, en fait, c'était d'accompagner le marketing Mmh. dans l'expertise, olfactive et le développement en étant finalement le lien avec les fournisseurs de parfums. Oui. Et en fait, quand je suis arrivé, on travaillait sur, le développement du prochain, pilier masculin qui est devenu entre-temps le Gentleman Only. Mmh. Donc on travaillait sur le brief, avec l'équipe marketing. Donc Françoise Donche m'avait demandé D'accord. de faire une pige masculine. Donc j'ai passé une semaine à décortiquer, les Vogue Hommes, les GQ, les M&S, toute la presse masculine pour en tirer finalement, Mmh. hem, des archétypes de masculinité. Quels étaient les hommes qui ressortaient de tout ça, à ce moment-là? Donc on pouvait avoir le dandy, le hipster et entre autres, il y avait l'alpha mâle, le mâle alpha et donc quand on est allé présenter, les axes de développement, au marketing, Françoise était venue avec à chaque fois un objet ou quelque chose pour illustrer Oui. la masculinité, l'archétype de masculinité et j'ai le souvenir que pour illustrer l'alpha mâle, Françoise était venue avec ni plus ni moins qu'un morceau de viande D'accord. qu'elle avait déballé d'un papier aluminium. Donc je vous laisse imaginer la tête de l'équipe marketing quand elle a découvert, Oui, le morceau de viande, oui, j'imagine. le morceau la jolie pièce D'accord. qui sortait de chez le boucher. Je pense Oui. qu'ils s'en souviennent encore aujourd'hui, à mon avis. D'accord. Alors, ensuite, tu rentres chez Tagazaco et là, c'est Francis Kurjian qui va te former. Que t'a-t-il appris de plus important? Alors Francis, c'est compliqué de résumer parce qu'en fait, j'ai appris tellement de choses auprès de Francis. Pour moi, Oui, ben raconte-nous, même s'il y c'est a un plusieurs choses. c'est un parfumeur vraiment qui est visionnaire et c'est un parfumeur, moi j'appelle ça un parfumeur 360. C'est-à-dire que ça a été un peu un des premiers quand même Oui. à avoir cette vision beaucoup plus, élargie de ce qu'allait être et ce qu'est aujourd'hui le métier du parfumeur.
parce que jusque-là, le parfumeur était beaucoup gardé dans son laboratoire et pas si exposé que ça, ni auprès des marques, ni auprès des consommateurs, des journalistes, du grand public, j'ai envie de dire, Oui. excepté certaines maisons qui avaient remis à l'ordre du jour un parfumeur maison pour le côté prestigieux, comme a pu le faire Hermès ou Chanel. Oui. Mais c'est vrai que Francis était un des seuls parfumeurs quand même à sortir du lot sans être dans une de ces maisons dans une de ces grandes marques de luxe. Donc auprès de Francis, j'ai appris bien sûr la formulation des parfums, la création, et cetera, donc l'aspect technique, mais j'ai surtout appris, je dirais une attitude, une façon d'être, parfumeur, Oui. qui passe notamment au travers, de certaines qualités, qui sont exigées pour tenir, pour tenir la route. C'est-à-dire que le métier étant quand même très compétitif et des fois, c'est des projets qui peuvent durer assez Mhm. longtemps, il y a une forme d'endurance à avoir, une forme de résilience. Ça, c'est quelque chose que Francis m'a beaucoup transmis. Francis m'a beaucoup partagé sur le côté technique, hein, même si on n'a pas, je pense, la même parfumerie, voilà, les mêmes goûts, hein, c'est normal. Mhm. Oui. Il y a une façon d'écrire, une façon de penser le parfum voilà, qu'il a beaucoup partagé avec moi. Et après, bien entendu, il y a toute cette vision, bien sûr, de la communication du parfum, c'est-à-dire savoir parler de sa note, Mhm. que ce soit en lancement presse ou auprès du client, tout simplement, parce que on est le meilleur, en tant que parfumeur, on est le meilleur représentant de ce qu'on crée, hein, tout simplement, même si dans des entreprises, il y a des commerciaux qui nous épaulent pour ça, mais le, écouter parler ou découvrir une note par les mots d'un parfumeur n'a jamais le même poids que par une autre personne de l'équipe. Mm. Donc voilà, donc il y a cette dimension de communication aussi que Francis m'a beaucoup transmis. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ton approche et tes parfums. Et je crois que le premier parfum a été In White d'Elisab. Donc, quel souvenir as-tu de ce premier win? Alors en effet, ça a été c'est plutôt ça, un des premiers wins, plutôt qu'un des premiers parfums. J'avais eu quelques autres féminins, Oui, notamment un L'Eau Cézanne aussi, qui a été des parfums de mes débuts. oui. Le Elissab, j'en garde un très bon souvenir, notamment parce que c'était déjà une des premières collaborations avec une marque très couture, connotée très couture, donc c'était quand même assez, c'est une marque très prestigieuse. Le brief était un travail autour d'une inspiration autour de la robe de mariée, qui est quand même une pièce iconique chez le designer, le couturier Elissab. Donc, la note a été travaillée autour d'un bouquet de fleurs blanches. On a aussi pensé naturellement à l'idée du bouquet de la mariée, évidemment, qu'un bouquet de fleurs blanches avec une forme d'opulence, mais contrôlée quand même, parce qu'on est quand même chez une marque qui est quand même très chic. Voilà, donc il y a en filigrane cette fleur d'oranger qui est bien sûr une clé dans l'ADN des parfums, le parfum Elissab. Et sauf que là, on l'avait travaillé avec un côté très cassis, beaucoup plus coloré, essayer de transmettre un peu ce côté joyeux que peut avoir voilà, le jour où on porte une robe de mariée et qu'on se marie. Je pense que Oui, c'est ce qu'on a envie de ressentir. absolument. Donc, c'est un peu ce que le parfum devait traduire. Quels sont les parfums dont tu es en fait le plus fier parmi ceux que tu as créés? Alors, il y en a un auquel je tiens particulièrement, qui est un des derniers que j'avais pu travailler pour la marque Burberry, Oui. qui s'appelle Mr. Burberry Element. Mhm. Et en fait, pourquoi? Parce que à la base, c'est un parfum qui est né d'un accord que j'ai travaillé depuis plusieurs années, Mhm. d'une note minérale, donc un accord dans lequel je croyais beaucoup. Et donc, c'est toujours une vraie satisfaction, un vrai bonheur pour un parfumeur quand on a une conviction et qu'on se bat pour une note pendant plusieurs années, parce que finalement, on la retravaille, on la maîtrise de plus en plus, on améliore certains points techniques. Donc, quand le projet finit par sortir, c'est toujours une vraie fierté. Oui. Donc sur cette note minérale, du coup, pour la marque Burberry, je l'avais travaillé avec des accents d'amande verte qui donnent un départ assez fusant et avec une touche de gourmandise et un côté un peu gin, un peu genièvre en fait, baie de Genièvre qui vient donner justement un coup de fouet, un côté épicé à la composition. D'accord. Mais en fait, il faudrait peut-être rappeler à nos auditeurs qu'un parfumeur a toujours comme une collection privée où il a ses accords, et des accords souvent
hors normes, souvent très créatif, et qu'il ressort justement quand il peut ou quand il pense que le client est à même d'apprécier quelque chose d'un peu nouveau. Oui, oui, tout à fait. En fait, on peut travailler, une banque d'idées et d'ailleurs, moi, je trouve ça, indispensable. C'est-à-dire pour avoir à côté les projets, c'est une chose, développer des parfums, pour des marques, mais continuer d'avoir des nouvelles idées, c'est essentiel pour entretenir la créativité, tout simplement et d'aller chercher toujours des Tout à fait. Oui, oui, ça nourrit l'un et l'autre. exactement et puis, finalement, on travaille des nouvelles idées et un jour, un projet arrive, on se dit: «Ah, j'ai la réponse parfaite, qui est cette idée que je travaille depuis un moment» et on l'adapte pour la marque. C'est un peu comme Oui. cette image que j'ai, un peu comme un diamant brut qu'on vient tailler, selon, selon les désirs Ouais, de la tout à marque. fait. Et comme tu le disais, effectivement, quelquefois, cet accord, il n'est pas apprécié, mais à ce moment-là, vous le retravaillez, vous le peaufinez, et la fois d'après, ça marche. Oui, des fois, il est encore, il est pas encore mature, je dirais. Oui, oui, oui. C'est pas encore le bon moment ou techniquement, il lui manque quelque chose ou voilà, donc Mhm. c'est à force de le travailler qu'on le maîtrise et qu'on finit par y Mm. arriver. Ce qui d'ailleurs, au final, prouve et montre qu'il faut en fait aussi énormément de patience et de résilience dans ce métier. Parce que c'est pas gagné à chaque fois et que vous remettez ça tous les jours. Oui, il faut savoir, se remettre sur les rails avec toujours de plus d'énergie pour arriver au bout. D'ailleurs, me vient à l'idée, qu'est-ce que tu fais quand, ce qui doit aussi arriver, tu n'as pas gagné un projet? Comment est-ce que tu arrives? Quelles sont ta façon de faire pour rebondir et reprendre de l'élan? Alors, c'est pas toujours évident, pour être complètement honnête, Oui, mais quand on signe pour ce métier, on sait que ça fait partie du oui, lot, hein. tout à fait. On gagne, on perd et ça compose le quotidien, mais c'est à la fois ce qui aussi, anime, je trouve, le travail d'équipe. C'est-à-dire que quand on gagne un projet, on le gagne ensemble et quand on perd, on le perd ensemble. Donc Oui, c'est vrai qu'on n'est pas seul, on dit le parfumeur, mais on travaille quand même une société où on est accompagné d'évaluateurs, de oui, commerciaux et donc souvent il y a cette synergie qui se crée dans l'équipe et voilà. Donc malheureusement, quand on perd, tout c'est à fait. la déception est aussi, réciproque, hein, elle est aussi grande. Le fait est qu'on travaille souvent plusieurs, même systématiquement plusieurs projets, en parallèle. Donc, des fois on en perd un, ça arrive jamais au bon moment, mais, Mhm. on se raccroche à d'autres projets où voilà, on continue de Tu veux dire le fait d'avoir d'autres projets te permet d'oublier celui que tu viens de rater? oui, oui, ça permet de voilà, on recentre son énergie sur autre chose et on continue Oui, et les projets, c'est cyclique, ça va, ça vient et voilà, c'est un peu comme tout dans la vie. Il faut savoir, faire preuve de tout philosophie à fait. et c'est pas insurmontable et je pense que les événements de ces dernières années nous font aussi prendre du recul, Oui, de se dire, c'est un très beau métier, mais on fait que du parfum. ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'en même temps, dans vos apprentissages, on vous apprend pas forcément à digérer un échec ou à savoir passer outre. Ça fait pas partie. Non, c'est vrai qu'on nous apprend pas à gérer ça, mais c'est là aussi où le rôle d'un mentor, peut aider Ouais, ouais, complètement. à savoir, digérer ce genre d'éléments qui font partie du quotidien du parfumeur quand même, donc Tout à fait. Pour la marque Nuit Nomade, tu as réalisé 3 parfums autour d'Oman, et ça, je crois savoir que c'est un pays pour lequel tu as une affection particulière. Alors, parle-nous des différentes facettes de ces parfums. alors c'est vrai que l'histoire de l'Isle Nomade est un peu particulière. Quand ils m'ont approché, je connaissais pas encore le pays Oman Oui, et j'y suis allé justement parce que, ils m'ont tellement fait rêver en me parlant de cette destination que j'ai booké mes prochaines vacances et je suis parti en sac à dos, 1 semaine là-bas. d'accord. Donc je suis revenu avec un sac plein d'idées qui ont donné naissance à les 3 premiers chapitres, sur cette destination. Parce qu'en fait, une nomade change à chaque fois de destination et par la même occasion, souvent, change de parfumeur pour exprimer cette destination. Mhm. Donc le premier chapitre qui avait été lancé, les 2 premiers chapitres, c'était d'abord Jardin de Misfa et Ambre Kandjar. Oui. Donc c'est pour Jardin de Misfa, je m'étais inspiré de la date qui est quand même un produit emblématique d'Oman, Mhm. qui est notamment utilisé dans un des desserts traditionnels qui s'appelle le Omani Sweet. Oui.
qui est un dessert autour de donc qui est souvent amené pour les mariages, pour des célébrations et cetera, qui est un dessert autour de la date avec de l'eau de rose, de l'amande, de la cardamome. Donc voilà, finalement un produit, un dessert très inspirant parce qu'en fait on a tous les produits à disposition quand on est parfumeur à la Palette. Oui. Donc l'idée c'était de retranscrire un peu cette, gourmandise parce que les jardins de Misfar en fait c'est des jardins dans un village, où au final, le pays étant très sec et très aride, ils ont inventé les systèmes de rigoles pour répartir l'eau dans le village. Donc on passe les portes, Oui. dans l'entrée du village, on se retrouve avec des jardins luxuriants où on trouve des arbres fruitiers, voilà, Oui. c'est C'est comme un petit oasis au milieu d'une exactement. zone désertique. Donc c'était pour traduire toute cet imaginaire que peut avoir les jardins de Misfar. Mmh. L'ambre kandjar, lui, a inspiré donc le kandjar, c'est le sabre que portent les hommes à Oman, qui est quand même un symbole assez ostentatoire de richesse. Oui. C'est un ambre donc que j'ai travaillé notamment en retravaillant l'accord historique de l'ambre 83, Oui. qui est un travail autour du ciste et de la vanille exactement. De l'air. Donc je l'ai modernisé avec une note Mmh. beaucoup plus tonka, absolue. Le côté ciste, un peu liquoreux, je l'ai retravaillé dans un côté presque un peu plus prune. Oui. Et la vanille, j'ai fait un traitement plus autour d'un côté vanille gousse avec des accents, cuivrés, voilà, plus, qui fait le pont finalement avec le ciste labdanum. Mmh. Et le dernier chapitre s'appelle Sun Bleach. Oui. Et en fait, c'est un peu le contre-pied du Moyen-Orient parce que la destination est quand même, un peu attendue. On s'attend à avoir des ouds et des choses comme ça et finalement là, sur ce dernier chapitre, j'ai été très inspiré par, le Dijdacha qui est en fait la Oui. tenue, traditionnelle des hommes là-bas, Oui. Blanche. qui sont ces tuniques blanches en Oui. fait, donc souvent, d'un blanc, immaculé, et donc il y a un petit pompon qui est au niveau du cou et souvent vu la chaleur, plutôt que de se parfumer sur la peau, ils parfument le Oui. pompon et donc c'était l'idée vraiment, voilà, de ce contraste entre ce pompon parfumé avec une note ambrée, assez chaude, assez solaire et ce côté très propre, Mmh. du coton, du linge propre finalement. Burberry, c'est l'une des marques anglaises, pour lesquelles tu as fait, plusieurs parfums. Tu nous en as parlé d'un. Raconte-nous le dernier qui est sur un territoire, complètement différent. Alors le dernier pour lequel, j'ai travaillé s'appelle Windsor Tonic, qui est en fait issu des collections, Burberry Signature. Oui. Donc c'est une note, qui est inspirée finalement d'une Cologne, musquée avec une note assez impactante, notamment sur le départ. J'ai travaillé sur une note de poire, très épicée avec du poivre Sichuan Mmh. qui est en fait pas un vrai poivre, c'est plutôt une baie, mais qui a ce côté très, très incisif, presque très amer en fait. Et voilà, sur cette trame assez boisée et très musquée, parce que j'adore travailler justement les odeurs de propre et les notes musquées en font partie. Alors justement, quels sont en fait tes autres sujets de prédilection qui viennent nourrir ta créativité? Alors finalement, ce qui nourrit ma créativité, ce qui nourrit le plus ma créativité, ce sont les autres domaines qui font aussi appel au sens. Je pense notamment Oui, c'est-à-dire? à tout ce qui a trait, au gustatif, au goût. Mmh. Les cocktails, la gastronomie, la pâtisserie, Oui, parce qu'en fait, il y a des ponts tellement évidents qui peuvent se faire avec le parfum complètement. et des associations qui marchent, avec le palais, qui marchent forcément avec le nez. Donc c'est vrai que ce sont, les premières sources d'inspiration Mmh. qui nourrissent ma créativité et je pense souvent quand je parle de ça, je pense souvent à Oui. à une phrase que disait Yves Saint Laurent, notamment quand il a créé sa collection inspirée de Picasso, de Mondrian, de ces fameuses robes inspirées des Tout artistes, à fait. qu'il Oui. fallait décloisonner les arts et en fait, je trouve que c'est important en parfumerie d'aller, chercher de quoi se nourrir dans d'autres domaines, Ailleurs. heu, pour venir avec des idées rafraîchissantes. Mmh. Il y a d'autres domaines que la gourmandise qui t'inspirent? Alors je m'intéresse beaucoup à la musique, mais alors pas pour les mêmes raisons, non pas que je sois inspiré quand j'écoute de la musique, Oui. mais plus parce que je trouve que ce qui se passe en musique, en pop culture en fait, la musique est très révélateur des tendances, actuelles. Oui. C'est-à-dire que souvent ce qui se passe en musique, que ce soit même dans les vidéoclips ou dans les tendances, soit dans le style musical ou dans la façon le message propre, le message même de la chanson ou, la façon de Oui. s'habiller que peuvent avoir les artistes d'une époque, enfin d'une décennie à une autre, sont vraiment quand même un reflet de vraies tendances et c'est souvent même presque systématiquement, je dirais, que ces tendances finalement se retrouvent en mode, puisqu'elles sont c'est des domaines, voilà, qui se nourrissent les uns les autres Tout à fait. et finissent
retrouver. On travaille quand même pour beaucoup de marques de mode. Donc, finissent de se retrouver par effet ricochet quand même aussi à être des tendances parfums. Donc, je trouve ça toujours intéressant de garder un contact avec ça et d'essayer de suivre ça de près, en fait. D'accord. Alors d'ailleurs, d'après toi, quelles sont les innovations les plus intéressantes ces dernières années en parfumerie? Alors, en parfumerie, je trouve qu'il y a eu des tentatives d'innovation dans la façon de se parfumer. Je ne sais pas si jusque-là on a eu un vrai succès. Je pense notamment, il y a beaucoup de changements sur les formats. Il y a beaucoup Oui, de formats à voyage, des kits qui se développent pour pouvoir découvrir le parfum, parce que les gens ont une façon de consommer le parfum qui est quand même très différente. C'est-à-dire que on est peut-être moins fidèle en parfum qu'on ne l'était avant, donc mhm, pouvoir changer de parfum plus facilement ou explorer des choses plus originales en allant sur la parfumerie de niche. Mais vu que les parfums ont des coûts plus élevés, les kits de découverte permettent d'avoir des petites quantités, mais de pouvoir changer, d'avoir 5 ou 6 parfums différents. tout à fait. Dans les formats aussi, il y a eu un moment la mode des parfums, cushion. C'est les parfums coussins pour se parfumer, différemment, ou les parfums solides. Les parfums avec de la base alcoolique, de la base eau, mais du coup, le rendu est différent parce que l'alcool le rend s'évaporant et emportant les molécules odorantes. L'eau n'a pas le même rendu. Donc, c'est vrai que jusque-là, c'est un peu précieux. L'eau ne sèche pas dans les 3 secondes où on se parfume avec. Donc, le rendu étant Non, différent, tout je ne à sais pas fait. si les consommatrices sont prêtes à passer le pas. Et après, en termes de parfumerie, si on pense plus au travail des maisons de création, on a quand même une vraie mutation, une vraie innovation dans la palette du parfumeur aujourd'hui. C'est-à-dire que la biochimie prend vraiment plus de place qu'avant, les produits upcycled aussi. Donc, il y a certes une tendance, mais pour moi, ça va être une tendance qui va rester. C'est-à-dire que la palette est en mutation. Oui, et c'est même une tendance de fond. Exactement, une vraie tendance de fond et la palette va changer, elle va changer pour de bon. D'accord. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose d'ailleurs, Mhm. puisque ça pousse aussi à travailler avec des produits différents et c'est ce qui fera de toute façon que la parfumerie des lancements de demain marqueront une vraie différence effective avec ce qui a été fait jusque-là. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Tatou Senti Podcast, favorisez sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant la suite avec Jérôme Di Marino, la semaine prochaine, sentez-vous bien. Merci à toi pour cet échange riche en odeurs, parfums et sensations. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Tatou Senti Podcast, favorisez sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou en écrivant un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien.